Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec un invité, François Brunato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils d'Emanuele Brunato, qui est un homme assez extraordinaire et qui a écrit un livre sur le Padre Pio. Ce livre s'appelle Padre Pio, mon père spirituel, et c'est édité aux éditions de l'Ormeron. Qui est le Padre Pio? Ami de TV Liberté, nous sommes encore un certain nombre à ne pas le connaître, ou en tout cas à ne pas bien le connaître. Eh bien, une vidéo a été faite, tout simplement un film, produit par Sage, qui s'appelle tout simplement Padre Pio. C'est un film de Carlo Carlei, c'est avec la voix de Michael Lonsdal, et qui a eu quand même beaucoup de prix, et qui est un film extrêmement prenant. Alors, nous allons commencer par la vidéo, par le personnage de Padre Pio, et par ce film. En quoi, François Brunato, ce film est extrêmement instructif. Qui était le Padre Pio? Je pense que ce qui est intéressant dans ce film, d'ailleurs c'est un personnage pas facile à tourner, parce que c'est quand même le Saint François du XXe siècle. Hein, donc oui, il a, du XXe siècle. Du XXe siècle. Il est mort en 1968. 68. Donc c'est un saint contemporain, stigmatisé, qui plus alors, est. Que signifie stigmatisé? Nous parlons à un grand public. Alors, les stigmatisés, tout simplement parce qu'il portait les marques du Christ en croix. Donc avec, les blessures du Christ en croix lui furent imposées aux mains, aux pieds, aux côtés. Et ce qui est peu connu, c'est sur l'épaule. La douleur de l'épaule du Christ qui portait la croix. Exactement. Donc c'est, comme je disais, un personnage, je dirais, qui a fait venir finalement autour de lui le monde entier, puisque le Padre Pio donc était dans les Pouilles, un petit paysan italien, voilà, d'une famille très modeste. Tout à fait. Et il va naître à Pietrelcina. Pietrelcina, c'est entre Rome et Naples. Et ensuite, il va être prêtre très jeune, puisqu'il va être prêtre à 20 ans. Et par contre, donc très vite, en tant que capucin, donc les capucins sont ces moines qui portent la robe de bure brune, et tel Saint François finalement, Saint François d'Assise. Et il va partir, donc on va l'envoyer à San Giovanni Rotondo, qui depuis est une ville italienne assez connue, puisque elle sera finalement son lieu de villégiature, si je pourrais dire comme ça, puisqu'il va, si je peux dire, oui, villégiature. Le mot ne correspond pas à la vie de... Peut-être pas, le Padre Pio, à la vie de Padre Pio. Il y construit un couvent. Alors, il va dans ce couvent qui est déjà existant, mais un très très petit couvent. Oui, il va l'agrandir. Et surtout, il y construit la maison du soulagement de la souffrance, qui est devenue un hôpital absolument immense, avec des médecins remarquables, des infirmières remarquables, qui soignent des milliers de gens chaque année. C'est quand même un hôpital, oui, de 1000 lits, donc c'est quand même quelque chose. 1000 lits. Et il y a quand même une chose extraordinaire, quand même 600 médecins sur place, donc et là, encore une fois, en plein milieu de nulle part, parce que le Gargano, c'est le plein milieu de nulle part, et c'est le milieu de nulle part, effectivement, que ce Padre Pio passera ses 50 ans. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce film, que j'ai vraiment infiniment aimé, ce sont les premières images. Nous avons un petit paysan qui garde des animaux, qui garde des moutons, et qui... on a l'impression d'être directement en contact avec le ciel. C'est un petit garçon priant, sa mère est extrêmement pieuse, et déjà, il est menacé par le diable. Ah oui, très jeune,
Sous l'aspect d'un loup, sous l'aspect d'une bête féroce. Voilà, d'une bête féroce, et d'un autre côté, il va aussi raconter plus tard, donc auprès de son directeur spirituel, qu'il voyait la Sainte Vierge, il voyait le Christ, et il voyait son ange gardien, déjà enfant. Déjà. Et à l'église, ça c'est une des premières images aussi, il a ce contact, il regarde le Christ en croix, qui a les yeux ouverts et qui semble le regarder, et on a l'impression qu'il se parle, et il va intervenir pour un enfant mourant dans les bras de sa mère. C'est une scène magnifique, tragique, très triste. Une femme porte son enfant dans les bras et elle supplie le saint de l'Église de sauver son enfant. Rien ne se passe. De guerre lasse, elle pose son enfant par terre. Et à ce moment-là, on voit le petit Pio se tourner vers le Christ et rien n'est dit. Mais on sent que l'enfant supplie le Christ d'intervenir et l'enfant ouvre les yeux. Donc dès le départ, on a l'impression que... Et c'est authentique. Et c'est authentique, c'est-à-dire bien que sûr. Dans ce film, il y avait la difficulté de le... Parce qu'encore une fois, c'est un film en tant que tel. Mais tout est tiré, bien évidemment, mais qui est tiré d'un livre sur Padre Pio, d'un journaliste italien dont le nom m'échappe à l'instant, oui. Mais tout est authentique. Qui va raconter sur le moment. Exactement. Alors, il y a une grande littérature sur le Padre Pio. Il y a donc votre livre, enfin le livre de votre père, le témoignage de votre père, on va y venir tout de suite. Ouais. Et puis il y a la très grande biographie de Yves Chiron, qui a été publié chez Perrin, et qui fait toujours des travaux extraordinaires. Alors, c'est une référence. D'ailleurs, je pense que je dirais que pour les livres en français, effectivement, le livre d'Yves Chiron est vraiment une référence. C'est une référence. Alors, on voit donc ce prêtre, ce moine, consacrer tout son temps à son village, aux gens de son village, à les soutenir par la messe, par les confessions, par le soutien moral, il reste des heures dans son confessionnal, comme le curé d'Ars. 10 heures, c'est plus de 10 heures. Oui. Ces messes durent un temps infini. 2 heures. Et on voit aussi, ce qui est moins triste, ce qui est moins gai plutôt, c'est les oppositions que suscite ce Padre Pio, puisque quand un homme se détache du lot, il y a toujours d'autres gens jaloux qui viennent douter. Et il y a une scène extraordinaire, on est au Vatican, et il y a 2 évêques progressistes qui disent « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces stigmates ? On ne va pas en revenir à une religion médiévale. » Alors là, on est étonné parce qu'on voit, évidemment, c'est toujours le même procès, les progressistes et ceux pour qui l'Église ne change pas, la vie des saints ne change pas, qu'on ait les stigmates au 8e siècle ou qu'on ait les stigmates au 20e siècle, c'est pareil. Il y a d'ailleurs une autre stigmatisée en Belgique, juste avant la guerre de 40. J'en ai justement appris l'histoire dans le livre de Roberto De Mattei. Non, c'est pas Thérèse. Pauline. Non, Pauline. Ouais. Pauline. Alors, c'est vraiment une histoire. Mais la vie du Padre Pio, si je peux me permettre, c'est vraiment souvent on l'a, et surtout principalement en France. On a énormément, on le connaît très peu parce que je pourrais dire qu'on a essayé de le cacher parce qu'on a fait quand même le maximum pour que l'Église, alors de la prudence, on va dire des années 20, au moment où on voit se stigmatiser, parce que forcément ça surprend, mais après il y a une franche opposition de gens qui ne veulent pas admettre se stigmatiser, qui avait effectivement comme tâche quotidienne, il avait 3 tâches. Il avait la prière, la confession et la messe. Donc c'est tout ce qu'il demandait et c'est tout ce qu'il souhaitait faire. Et voilà, pour un prêtre, c'est assez, c'est quand même une référence en tant que telle. C'est le travail de base. C'est le travail quand même assez de base. Et justement, ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est découvrir que le Padre Pio finalement va avoir une action aussi pour l'Église.
parce que c'est pas une simple action, je dirais, pour simplement c'est déjà beaucoup de conversion de personnes qui venaient, mais c'est vraiment tout un travail pour l'Église, parce qu'effectivement, vous parliez de la messe tout à l'heure, effectivement, la messe pouvait durer jusqu'à 2 heures, mais les gens qui étaient partis comme s'ils étaient au ciel, c'est-à-dire ils revivaient avec le Padre Pio, finalement, ce qu'il montre, la présence réelle. Le dernier repas du Christ. Le dernier, et ce Christ, finalement, qui souffre sur place. Et ce Christ qui souffre. Ouais. On va le voir avec le témoignage de votre père. Il faut tout de suite dire que le Padre Pio a été béatifié, puis sanctifié et canonisé. En 2002, le 16 juin, par Jean-Paul II. Par Jean-Paul II. Donc l'affaire est réglée, si je puis dire. L'affaire, en principe, est tout à fait réglée. Et on peut dégager les réflexions désagréables. Et surtout que, en plus, comme c'est un saint contemporain, même le dernier miracle, effectivement, qui a été retenu pour la canonisation, c'est un jeune enfant dont les parents étaient de San Giovanni et qui est toujours vivant. Oui. Donc, parce qu'il a été guéri par le Padre Pio, sur intercession de Padre Pio, donc en 2000, oui. Et c'est le miracle qui a été retenu par l'Église pour la canonisation. Et finalement, ce jeune qui était mourant est allé à la Casa Solievo, le diagnostic vital était tout à fait engagé, et il y a eu effectivement une chaîne de prière qui s'est faite autour de cet enfant, mais c'était en plus une maladie dont l'issue était fatale. Et le lendemain, alors que tout le monde était pratiquement à se dire il ne passera pas la nuit, le lendemain il était assis sur son lit en demandant le petit déjeuner. Alors, et de dire j'ai vu un capucin venir vers moi cette nuit. Oui. Alors dans ce livre il y a une multitude de cas semblables, de miracles opérés par l'intercession du Padre Pio. Et si je peux me permettre, avec ce livre, alors je peux le dire parce que je ne l'ai pas écrit, oui. J'ai contribué à ce qu'il soit publié, mais c'est une autobiographie que mon père a écrite, finalement en 1955, mais que j'ai fait publier, et c'est un témoignage de première main, c'est-à-dire... Oui, alors c'est absolument étonnant, c'est pas le seul d'ailleurs, il y a, les éditions de l'Ormeron publient aussi Le Padre Pio, mon ami, de Giovanni Siena, qui est quelqu'un qui a bien connu et qui vit toujours, qui est décédé l'été dernier. Voilà. Alors, ce père, votre père, François Brunato, Emanuele Brunato, est un homme assez étonnant, extraordinaire. J'ai envie de dire, c'est très agréable pour nous parce que ce fut quand même un grand pécheur, ce fut quand même un grand, enfin comme Charles de Foucauld, comme des tas d'autres, comme Saint Paul, bon, ce fut un grand bon vivant. Il se nommait lui-même le plus grand pécheur converti par Padre Pio. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de. Voilà. C'est vrai que souvent ce que l'on relate, parce qu'encore une fois, c'est son autobiographie, donc il n'y a rien. Et il ne cache rien. Il ne cache rien. Dire la vérité. Ouais. Il parle à la troisième personne. C'est oui, très mais beau. Ça, c'est plutôt parce qu'il a utilisé le pseudonyme du publicain, parce que effectivement, c'est en référence à ce pécheur. Donc, je dirais que c'est plus par humilité qu'il ne souhaitait pas se mettre en avant. Oui, dans ce mais livre. c'est déjà une posture très belle. Ouais. Ah bah, oui, déjà il a quand même. Parce qu'il aurait dit je tout le temps. C'était, il prenait la première place, alors que là, c'est Padre Pio qui a le premier rôle. Moi, ce qui me marque le plus dans la vie de mon père, c'est quand même le fait qu'il est le seul laïc à avoir vécu 3 ans dans la cellule voisine de celle de Padre Pio, et à la demande de Padre Pio. Donc c'est quand même une chose extraordinaire. Mais derrière cette conversion qui va être radicale et immédiate, c'est aussi après tout le cheminement humain. Parce que voilà, il va rester comme laïc, hein, parce qu'il sortira du couvent alors, parce qu'il va finalement être bien placé pour être le défenseur de Padre Pio, parce que vous parliez de l'Église, mais les attaques ont été quand même multiples et ont duré toute sa vie. C'est-à-dire que souvent
on réduit les attaques alors j'aime pas dire l'Église, mais des membres de l'Église, de personnes de l'Église. Oui. Effectivement. L'Église est sainte. Tout à fait. Mais certains de ses membres sont de grands pécheurs. Voilà. Et puis, comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, et ça va. Mais c'est un combat qui va être extrêmement rude. Et on va passer par toutes les... Oui, il va subir des interdictions de rentrer en contact avec les villageois. Déjà, pendant plus de 10 ans, il ne va même pas pouvoir, il va être finalement cloîtré dans son couvent, à ne même plus pouvoir dire la messe en public, ni confesser. Donc ça va durer quand même près de 10 ans. Et finalement, il a fallu qu'Emmanuel Brunato, donc mon père, menace finalement le Vatican de publier finalement un livre concernant tous les méfaits, finalement, du personnel ecclésiastique qui pouvait être autour, parce que c'était toute une chaîne, c'est-à-dire local, ça remontait jusqu'à l'évêché et jusqu'au Vatican. Alors, il est redoutable, cet Emanuele Brunato. Il est extrêmement intelligent. J'en ai pour preuve, sa réussite professionnelle extraordinaire, son sens de la négociation, et puis son intuition. Quand 2 prêtres sont accusés, l'abbé Gilles est accusé d'avoir violé puis tué une petite fille qu'on a retrouvée dans l'Italie du Sud, il fonce pour défendre ces gens parce qu'un évêque lui dit « ce n'est pas possible, ce n'est pas eux », il va chercher et il trouve. En réalité, c'était le père de la petite fille qui était ivrogne et qui s'est donc livré à ces actes effrayants. Une clairvoyance extraordinaire. Il voit où est le mal en 3 minutes. Et pratiquement, pour moi, c'est l'image, c'est la foi qui retourne des montagnes, enfin, qui nous fait soulever des montagnes. Rien ne l'arrête. Et malgré le danger, parce que le père en question, on est quand même une époque où il y a le fascisme, où le père est armé, enfin, il y a des risques. Oui, il y a des risques. Oui. On a des risques qui sont importants. On n'est pas dans on n'est pas simplement à griffonner un bout de papier pour défendre. On ne signe pas une pétition sur Internet. Non, c'est pas tout à fait l'objet. On va au feu, oui. Mais ce qui était extraordinaire, et puis c'est pour ça que même le titre est tout à fait bon de dire le destin extraordinaire, parce que il est quand même celui qui va rencontrer et être proche de 3 saints canonisés. Ouais. Puisque le Padre Pio, il va y avoir quand même aussi Don Orione, qui a fait, à la suite de Don Bosco aussi, qui a fait de nombreuses œuvres pour les enfants. Donc mon père va être très proche de lui, canonisé lui également. Jean XXIII, puisque lorsque mon père va venir à Paris, il va rencontrer le nonce apostolique à l'époque. Donc, et le père Gilles qui vient d'être béatifié, donc celui qui l'a sauvé à un moment donné des geôles de ces accusations fallacieuses. Et finalement vient d'être béatifié. Donc il va peut-être avoir finalement approché la vie de 4 saints. Donc c'est quand même un dessin tout à fait spécial. Donc vous avez compris, chers amis téléspectateurs, qu'il faut regarder ce DVD. Il se vend partout, dans toutes les bonnes, tous les bons endroits. Livres en famille. Oui. Vous tapez Livres en famille et vous aurez le DVD tout de suite. Sage, la production Sage, c'est eux qui ont diffusé les Christéros. Et grâce leur en soit rendue. Et puis, autre personnalité assez étonnante, évidemment plus proche de lui, nous, parce que Padre Pio est un saint, nous ne sommes pas des saints, eh bien c'est Emanuele Brunato, Padre Pio, mon père spirituel, le destin extraordinaire du premier fils spirituel du stigmatisé, et c'est publié aux éditions de l'Ormeron. Merci beaucoup, François Brunato. Merci pour votre invitation. Et à très bientôt pour parler encore de ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique de Parle de Culture.
Amis de TV Liberté, bonjour. Dans cette rubrique Je lis, donc je suis, nous avons la chance de recevoir Émeric Choprade. Bonjour. Bonjour. Émeric, pour son très beau livre Chronique du choc des civilisations. Émeric Choprade, vous êtes député européen, vous êtes aussi et surtout depuis bien plus longtemps un géopolitologue. Et peut-être, qu'est-ce que c'est qu'un géopolitologue finalement ? Alors, géopolitologue, c'est un terme un peu ronflant, j'en conviens, mais c'est une catégorie finalement de l'analyse des relations internationales, la géopolitique. Alors, ce livre, Chronique du choc des civilisations, en est à sa 4e édition, 35 000 exemplaires, donc c'est un succès énorme pour ce type d'ouvrage. À quoi expliquez-vous, comment expliquez-vous ce succès? Est-ce que c'est finalement la succession des conflits, il faut bien le dire, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Ukraine? Est-ce ça ne déclenche pas une soif de connaissance de la part du public? J'y vois d'abord un succès de l'éditeur. Je crois que l'éditeur qui est venu vers moi pour cet ouvrage, à l'époque, souhaitait offrir une analyse un peu didactique, synthétique, accessible au grand public des conflits internationaux. Et suivant un angle qui était celui des civilisations, donc du temps long, de l'identité. Ça, on va en parler du temps long parce que on est tout le monde est dans l'instant, dans la minute et dans le journal télévisé du soir ou de la veille. Mais la géopolitique, c'est pas du tout ça. Non, c'est même le contraire. C'est la longue durée de l'histoire brodélienne. C'est le contraire de cette immédiateté, de cette écume de l'histoire que sont les événements qui succèdent sur nos écrans et dans nos journaux. Il faut le dire, on va le dire tout de suite, les peuples ont une longue mémoire. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cela ? Écoutez, l'histoire est faite de ces exemples. L'histoire est faite de la longue durée des peuples et des civilisations. Les peuples européens, évidemment, qui aujourd'hui tentent de survivre avec leur identité dans ce monde de plus en plus multipolaire et émergent, c'est-à-dire les autres civilisations, les autres peuples, les Africains, les Asiatiques, et les Européens, d'une façon générale, avec leurs différentes nations et leurs différentes identités, tentent de survivre, et c'est un peu l'histoire de ça aussi, la chronique du choc des civilisations, cet ouvrage. Vous montrez par exemple que l'État islamique et bien des musulmans, au-delà d'ailleurs de l'État islamique, n'ont qu'une volonté, c'est recréer le califat et retourner à Grenade. Exactement. C'est la revanche. On a oublié ce qu'était Grenade. D'abord, on a forcément oublié parce qu'on ne l'a pas appris. On ne l'apprend plus maintenant. On ne dit plus que l'État islamique du moment, si je puis dire, en 700-800, a submergé toute la Méditerranée. Absolument, on a oublié malheureusement beaucoup de choses. Si on revenait à l'histoire et à l'histoire de l'islam en particulier, on s'apercevrait que finalement le projet de l'État islamique de al-Baghdadi tente de revenir aux sources de ce qu'est l'islam, les sources califales, de réinstaller ce califat, et de fait l'État islamique est une construction territoriale à cheval sur l'Irak et la Syrie, c'est-à-dire sur les deux principales grandes capitales arabes califales qui étaient Damas et Bagdad, qui sont les deux objectifs centraux, la prise de Bagdad et de Damas de cet État islamique. Et je dirais que dans cet ouvrage, je veux aussi montrer cela, la volonté de revanche sur l'histoire, revanche par rapport aux peuples européens et occidentaux, de la part de ce monde islamique qui veut revenir à l'âge d'or de l'islam, au moment où il était le plus puissant, au moment où il était conquérant, et il cherchait à nous conquérir sur nos territoires européens. Et cette conquête, d'ailleurs, qui a forgé l'identité européenne, parce que c'est contre la Turquie que l'idée européenne s'est d'abord construite. Absolument, absolument. J'ai d'ailleurs un chapitre consacré à la Turquie, dans lequel je commence par rappeler que ce qui est l'identité européenne, elle s'est faite aussi par altérité, par confrontation avec l'autre, et l'autre c'était principalement le musulman et l'ottoman, l'Empire ottoman, qui a constitué un des grands problèmes pour beaucoup de peuples européens. On se souvient qu'ils sont allés jusqu'aux portes de Vienne notamment. Voilà. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'aujourd'hui tous ces pays qui disent non
à l'immigration. Ce sont des peuples qui, il y a des siècles, ont arrêté la conquête. Absolument. Islamique. Ce sont les Serbes, ce sont les Polonais, ce sont tous ces peuples qui savent, dans la longue durée de l'histoire, où se trouve l'ennemi de la civilisation européenne, l'ennemi de la chrétienté, du monde chrétien. Et donc ces peuples sont parfaitement lucides, ils n'ont pas oublié, ils ne sont pas oubliés comme le sont malheureusement les gouvernements d'Europe de l'Ouest, qui eux font, il faut bien le dire, n'importe quoi dans cette crise migratoire. Et, alors, est-ce qu'on peut dire que les instances européennes ont oublié? Non, le problème c'est comme ils ne veulent plus de la chrétienté, ça ne leur fait strictement rien que des musulmans rentrent en masse en Europe. Oui. Puisque le premier ennemi, c'est pas du tout l'islam, c'est la chrétienté. Bien sûr, malheureusement il y a cette volonté de détruire ce qu'est l'identité du monde européen et le christianisme en particulier, de le détruire, et cette volonté qui s'exerce à différents niveaux, elle est évidemment absolument mortifère aujourd'hui, mais c'est aussi beaucoup d'idéologie, d'absence de discernement face à la réalité, beaucoup d'angélisme chez certains. C'est un mélange de volonté de destruction pour les uns et d'angélisme aveugle pour les autres. Il y a les intelligents et les crétins, j'ai envie de dire. Les intelligents et les idiots utiles. Les idiots utiles, vous êtes plus gentils. Un idiot n'est jamais utile. Ça dépend à qui. On a le devoir de connaître. Et puis il y a cette mémoire. Je suis frappée de l'attitude de Juncker à l'égard du président hongrois et de la petite tape qu'il lui a donnée sur la joue. J'ai été éminemment choquée, puisque en fait, ce président hongrois représentait un pays qui a été sous la botte soviétique pendant 60 ans. Donc, ce peuple a une avidité de liberté, un désir, une soif de liberté étonnante, et que l'Europe ne comprenne pas elle ne va pas remplacer l'URSS, ça me paraît d'une bêtise noire. Le pays s'est forgé une énergie. Absolument. Et je dirais même que ces peuples, que sont les Hongrois, les Polonais et les autres en Europe centrale et orientale, sont une chance pour l'Union européenne. D'abord parce qu'ils savent ce qu'est le communisme, ils ont la mémoire de l'islam aussi, et ils savent qu'ils ne veulent pas un nouvel empire bureaucratique, technocratique et vidé de toute identité européenne. Et aujourd'hui, ils nous le disent, ils le disent fortement. Moi, je les soutiens au Parlement européen, j'essaie de soutenir la voix d'Orban, comme je soutiens d'ailleurs le gouvernement polonais, qui aujourd'hui se trouve confronté à la même pression de la part de la Commission européenne, qui veut empêcher au parti au PiS d'appliquer son programme en faveur de ce qu'est la Pologne, finalement, son identité catholique. C'est-à-dire un pays catholique. Un pays catholique, et qui a tout de même le droit de le rester, quand même. Non, ça, on n'a aucun droit, nous n'avons que des devoirs. Vous le savez bien, Émeric Choprade. Vous insistez aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'influence américaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque ce choc des civilisations, il est tout de même bien instrumentalisé par nos amis. Vous avez raison de le rappeler. Il y a le choc des civilisations, qui est une des dimensions de l'histoire dans la longue durée, et puis il y a plus récemment l'instrumentalisation, l'utilisation par les Américains de cette idée du choc des civilisations dans le sens de leurs intérêts géopolitiques. C'est ce que ce livre veut raconter aussi. Il raconte que d'un côté, il y a le projet géopolitique unipolaire des États-Unis, rester numéro 1 mondial et étendre son influence partout et contrôler les mécanismes de la mondialisation. Et de l'autre côté, il y a la tentative de monde multipolaire des pays émergents et de tous les pays qui veulent être souverains, affirmer leur identité et affirmer leurs intérêts géopolitiques. Et c'est la confrontation de ces deux qui se fait, les Américains utilisant notamment
le choc des civilisations. Ils ont joué la carte de la radicalisation du monde islamique, c'est évident. Ils ont favorisé l'islamisme. Ils ont financé. Ils ont financé, ils ont fabriqué en partie l'islamisme, même si, je le rappelle quand même, et c'est important dans la longue durée, les sources djihadiques de l'islam ne sont pas fabriquées ni par les Américains, ni par Israël. Bien sûr. Mais c'est vrai que les États-Unis instrumentalisent cette dimension, choisissent les extrémistes plutôt que les musulmans qui cherchent à entretenir malgré tout de bonnes relations avec le monde occidental. Et le résultat, on le voit, c'est le chaos au Moyen-Orient, c'est le chaos en Syrie, en Irak, et c'est l'État islamique notamment. Alors vous nous évoquez des grandes alliances, les pays se réunissent et vous nous montrez, toujours avec les États-Unis, comment les États-Unis s'organisent des zones d'influence sur lesquelles ils veulent être seuls et uniques à régner. L'Amérique latine a longtemps été la chasse gardée des États-Unis. Absolument. Alors il y avait ce qu'on appelle la doctrine Monroe du président Theodore Monroe qui voulait effectivement, qui considérait que l'Amérique latine était une périphérie naturellement états-unienne qui devait être contrôlée. Alors cette doctrine s'est déployée pendant la guerre froide à juste titre pour essayer de barrer la route au communisme qui s'étendait partout, mais elle reste aujourd'hui forte et tous les pays d'Amérique latine qui cherchent à maintenir leur souveraineté, leur indépendance, se trouvent confrontés à la pression des États-Unis. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que les États-Unis, alors qu'ils étendent leur influence partout dans le monde et cherchent à se projeter mondialement, interdisent au contraire à toutes les autres puissances régionales, puissances intermédiaires, d'entrer dans cette logique de la sphère d'influence. Le cas le plus précis, c'est la Russie, évidemment, qui n'aurait pas le droit, elle aussi, à s'assurer que sa périphérie est stable, que l'OTAN ne s'étend pas jusqu'à ses frontières dans une logique d'expansion, et la Russie qui se voit finalement interdire toute possibilité de stabiliser son environnement. Et qui est même fragilisée sur ses frontières, puisque la révolution orange a été financée aux États-Unis. Absolument. L'ensemble des révolutions qu'on a appelées les révolutions colorées, au début des années 2000, que ce soit en Géorgie en 2003, la première fois en 2004 en Ukraine, puis ça s'est reproduit. Chaque fois qu'il n'y avait pas un gouvernement pro-OTAN, eh bien, il y avait une déstabilisation qui était organisée par les réseaux américains, les fondations du type de celle de George Soros, et qui voulaient changer. Parce qu'on nous dit qu'il s'agit d'installer des gouvernements démocratiques. Plus exactement, il s'agit d'installer des gouvernements pro-OTAN et pro-américains, ce qui n'est pas la même chose. À la botte. Ce livre comporte des cartes extraordinaires qui sont d'une très grande clarté pédagogique. J'avoue que quand on regarde une carte, on comprend presque plus vite que quand on lit un raisonnement. Alors quand les deux sont à côté. Le mérite en revient aussi largement à ma femme, qui est cartographe et avec laquelle j'ai le bonheur de pouvoir travailler sur ces ouvrages. Il faut la féliciter parce que ces cartes sont magnifiques. Il y a un point qui n'est jamais abordé, parce que les causes de guerre sont toujours plus ou moins menteuses, ce sont les ressources économiques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce combat pour des ressources économiques dans le monde? Alors, ils sont abondants, les exemples. Il y a bien sûr le pétrole et le gaz, les ressources, les hydrocarbures, mais il y a aussi la quête de l'eau, le contrôle des sources aquifères qui est important et qu'on va retrouver sur des théâtres comme ceux de la Palestine et d'Israël, comme le Pakistan et l'Inde, toutes sortes de conflits régionaux se voit exacerbé à cause du facteur des ressources. Mais j'ai une philosophie de l'histoire qui n'est jamais monocausale. Il n'y a jamais une cause unique. Il y a les facteurs identitaires, puis il y a les facteurs de ressources, comme vous dites, qui viennent amplifier, exacerber les conflits et qu'on retrouve aussi dans cet atlas. J'avais un professeur d'histoire que j'adorais qui parlait des causes lointaines et des causes proches. Oui, c'est très beau. Ça fait penser aux forces profondes de Durosel aussi, quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration. C'est cette volonté d'essayer de modéliser, d'expliquer l'histoire avec une multiplicité de facteurs qu'il faut prioriser, il faut hiérarchiser. Alors certains sont des facteurs plus immédiats et d'autres sont des facteurs plus lointains. Terminons, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer sur la Syrie ?
Eh bien, la Syrie, c'était là, c'est un immense chaos, un immense gâchis qui a été, dont la responsabilité incombe largement aux pays occidentaux, aux Américains, à la France, qui malheureusement a suivi, le gouvernement français, je préfère dire plutôt que la France, qui a suivi cette de même que politique on peut dire le gouvernement américain, ou bien sûr. certains lobbies américains. De blâmer tous les Américains, mais le fait est que ces gouvernements ont complètement déstabilisé le pouvoir de Bachar el-Assad, qui n'était peut-être pas parfait, bien sûr, personne n'ira défendre cela, mais qui était un pouvoir qui stabilisait la Syrie, qui permettait de faire cohabiter des communautés différentes, des chiites, des sunnites, des chrétiens bien sûr, et d'échapper à la chape de plomb de l'islam sunnite. Parce que finalement, si vous n'avez pas ce type de pouvoir comme il y avait en Irak avec Saddam Hussein, qui est plutôt nationaliste et qui cherche à pondérer, à modérer le pouvoir de l'islam sunnite, eh bien vous avez les islamistes, ces radicaux qui aujourd'hui font la loi et le chaos, la destruction qui est la pire des choses pour tous ces peuples du Moyen-Orient. Avec l'éviction des chrétiens de toute cette partie du monde, alors qu'ils sont, j'ai envie de dire, ils ne sont pas les premiers habitants bien sûr, enfin ils en sont les seconds dans le temps. C'est une immense tragédie, c'est la perte de la mémoire et de l'identité du Proche-Orient. Beaucoup d'Arabes, y compris musulmans, vous diront que finalement sans les chrétiens constituaient le lien entre les communautés, entre les chiites et les sunnites. Et je pense que la perte des chrétiens d'Orient ouvre le chemin d'une guerre civile perpétuelle au Moyen-Orient, d'une autodestruction du Moyen-Orient, de ces peuples qui se font la guerre, les chiites et les sunnites, dès le début de l'islam pratiquement, s'entre-déchirent, et tout cela ne va pas s'arranger. Bien, merci beaucoup, Aymeric Choprade. Nous sommes allés très vite, mais je crois vraiment qu'il faut dire que ce livre, chers amis de TV Liberté, doit être à côté du Petit Robert. C'est un livre que vous pouvez consulter avec vos enfants, avec vos adolescents. Ils pourront porter la contradiction dans leur cours et dire non, ça ne s'est pas passé comme ça quand on voudra leur faire un peu de propagande. Ils seront armés et pour comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il ne va pas, avec tous ces conflits armés. Je répète, chronique du choc des civilisations, du 11 septembre 2001 à la guerre contre l'État islamique, analyse géopolitique et carte pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et c'est publié, c'est Chronique Édition, et nous en sommes, vous en êtes à la 4e édition, actualisée et augmentée. J'ai eu l'impression qu'il était clarifié par rapport aux autres éditions. Il était plus... J'essaie de l'améliorer à chaque fois, bien sûr. Mais c'était un vrai bonheur d'ailleurs à écrire et à faire. Oui. C'est un panorama. Il y a la Chine, hein, il n'y a pas seulement l'islam dans cet atlas. C'est très vaste. C'est un voyage à travers le monde. C'est un voyage à travers le monde. Et les fiches peuvent être assez courtes. Ça permet des temps de lecture très, très, très différents. Mais j'essaie effectivement de le bonifier en vieillissant. S'il pouvait se rapprocher du vin, de la logique du vin, ce serait parfait. C'est vraiment un très très grand livre. Merci beaucoup, Aymeric Choprade. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons invité Françoise Monestier et moi-même. Nous avons invité un auteur dramatique, metteur en scène, Didier Carrette. Bonjour monsieur. Bonjour. Françoise Monestier qui m'aide quelquefois dans cette rubrique L'art en beauté et celle du patrimoine, est chroniqueuse à présent, après une longue carrière dans les services des conseils régionaux, pourrons-ils dire, hein, à la région Île-de-France. À la région Île-de-France. Donc vous connaissez bien tout le système des subventions et des tas d'autres choses. Alors, Didier Carrette, vous avez été 8 ans durant le directeur du Beau Théâtre Sorano à Toulouse.
et vous avez monté moult pièces de tous les pays, des auteurs français, mais aussi russes, ukrainiens, avec le très beau Maître et Marguerite. De Bulgakov. De Bulgakov. Vous avez, et puis Ibsen. Oui. Peer Gynt. J'ai envie de dire quel est avec un taux d'occupation de salle, vous avez fait un tour de force, vous avez rempli votre salle. Effectivement, au moment où j'ai repris le théâtre Sorano de Toulouse en 2003, les choses n'allaient pas très bien. Le théâtre se vidait progressivement. Et puis avec ma troupe, parce que la chose importante, c'est que je dirigeais une troupe de comédiens, le groupe Ex Abrupto, on a insufflé un nouvel esprit, un esprit de convivialité. D'abord, ça c'est très important, et puis on a tendance à l'oublier aujourd'hui, hein. Les choses sont un peu glaciales, et on distribue au public la manne de la pensée contemporaine. Oui, nous, on a misé sur un théâtre éminemment populaire, et avec des textes quelquefois pas évidents, difficiles, mais éminemment populaires dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire qu'on arrivait à les rendre accessibles au plus grand nombre. Vous faites penser à un certain monsieur Molière. Oui, exactement. Une troupe, un théâtre. Exactement, oui, c'est très important. Et je continue. Toucher un public populaire. Et je continue à croire. C'est une formule qui a marché, en fait. Effectivement. Je continue à croire à ces formules et qu'on a, à mon sens, un tantinet oublié. Donc voilà, ce théâtre avait, lorsque je l'ai quitté, lorsqu'on m'en a séparé, un pourcentage de 95% d'occupation de salle. Ce qui est énorme, on n'était pas loin du 100%. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le maire de Toulouse a déclaré que vous ne... L'ex-maire, tant mieux, et bien fait pour lui, a déclaré que vous n'étiez pas, vous ne dirigiez pas un théâtre républicain. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre républicain? Alors ça, je pense qu'il faut le lui demander. Moi, j'avoue, personnellement, vous avez quelques idées. Je n'ai pas un grand avis sur le théâtre républicain. Non, le théâtre, je suppose qu'il vantait, c'était un théâtre, ou qu'il continue de vanter d'ailleurs, même si l'homme n'est plus maire. C'est un théâtre aux ordres de la pensée unique. Voilà. Et on se démarquait. Moi, je crois très fort à la polyphonie et au dialogisme. C'est-à-dire que les choses, l'éclairage d'un texte, quel qu'il soit, ne peut être que multiple et surtout pas monologique. Mais je pense que ce monsieur a le goût du monologisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas à Moscou, on ne vient pas au théâtre pour entendre la doxa. Exactement. La doxa, pardon. Et la doxa, oui. Exactement, mais c'est tout le problème qui s'est posé. Donc ça a été la conséquence aussi d'une rumeur qui est locale, qui enflait. Vous votiez très mal. Je votais mal, j'avais des amitiés. Vous représentiez des gens qui sont vraiment pas bien du tout dans l'échiquier. Pas bien du tout sur l'échiquier d'aujourd'hui. Alors là, c'est le moment de soulever avec vous aussi, Françoise, le scandale qui consiste... Le scandale des subventions, parce que je crois que vous connaissez... Enfin, vous avez connu... vous avez à la fois été côté cour et côté jardin. Oui. Et donc, ayant été côté cour et côté jardin en homme de théâtre que vous êtes, que pensez-vous de ce système d'art, de théâtre, de romans subventionnés? Est-ce que ce n'est pas, selon vous, la cause du mal qui étreint le monde artistique en France? Non, pourquoi? Le théâtre, par essence, a besoin, le théâtre comme d'autres... De mécènes et de subventions. Molière, tout à l'heure nous en parlions un petit peu, Molière était subventionné. De toute façon, ne serait-ce que d'abord par le prince de Conti, puis par le roi lui-même. Nous avons besoin de la subvention. L'opéra a besoin de la subvention. Alors maintenant, reste à savoir comment la manne est distribuée et de quelle façon et à qui. C'est là où le bas peut blesser. Mais pas sur le principe lui-même. Je crois qu'on est quelque part dans le monde qui est le nôtre,
condamné à quémander. Mais est-ce que quand vous remplissez vos salles, vous êtes tout de même moins dépendant? Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, c'est Jean Villard qui disait que qu'en dessus, j'y arriverai, en dessus de 50%, si sa subvention dépassait ses recettes propres, qui devaient au moins aller jusqu'à 50%, il ne se sentait plus libre. Parce que là, on dépend effectivement... À ce moment-là, vous dépendez du pouvoir. Du pouvoir en place. Donc, c'est un problème d'équilibre. Les 50%, nous les atteignons facilement. Largement. Mais justement, c'est un péché de plus, j'ai envie de dire. Bien sûr. Si vous aviez réussi dans votre entreprise, évidemment, alors que vous ne deviez pas, puisque vous pensez mal. Évidemment. Donc c'était... Évidemment. Et maintenant, j'ai envie de vous soumettre à la question. Alors, de vous soumettre à la question, pas méchamment, mais un peu à la manière de Proust. Alors, par exemple, quels sont vos poètes préférés ou en homme de théâtre? Il faut dissocier l'homme de théâtre et l'homme tout court. Alors, pour la poésie, je citerai d'abord René Char, mais j'aime les poètes vivants. Je dirais Luc Olivier d'Algange. Ah oui. Ah oui. Oui. Un grand... dont je suis un inconditionnel. C'est vrai. Vous avez raison. Sa prose aussi est fantastique. Magnifique. Et ses essais sont fabuleux aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je reconnais, non pas comme un maître, mais comme quelqu'un, à mes yeux, en tout cas, extrêmement important aujourd'hui. Vous devriez, monsieur Didier Garrett, vous devriez venir avec lui et mettre en valeur ses textes. Ah, avec grand plaisir. Et nous aurons une très belle émission. Avec grand plaisir. Voilà, l'invitation est lancée. Et bien maintenant, passons au théâtre alors. Et vos pièces de théâtre préférées? Oh là là, il y en a tellement. Là aussi, je vais biaiser, je vais donner un certain nombre d'auteurs que j'ai adaptés, en fait, qui ne sont pas a priori... Tennessee Williams, par exemple? J'aime énormément Tennessee Williams, c'est vrai, mais je citerai ces auteurs russes dont nous parlions tout à l'heure, l'immense Dostoïevski, Bulgakov, Parlez-nous de ce texte fantastique, Le Maître et Marguerite. Ah, Le Maître et Marguerite. Que peu de gens connaissent finalement. Ça a été un de nos grands succès, à la troupe et à moi. Le Maître et Marguerite, en pleine période stalinienne, Mikhail Bulgakov écrit un texte assez incroyable. Le diable vient à Moscou et il sème un certain nombre de problèmes. Il rencontre Marguerite qui est folle et prise d'un auteur et le diable va essayer de jouer avec ces êtres et ça donne une série de quiproquos, de folie, de poésie incroyable. Ce qui est incroyable surtout, c'est que ce qui est arrivé à d'autres auteurs qui ont été envoyés au goulag sur ordre de Staline, Bulgakov est passé à travers, on ne sait pour quelle raison. Staline, je crois, c'est ce qu'on raconte, était quand même très impressionné par Aimé Bulgakov, et il y a eu un coup de téléphone entre ces deux personnes qui a duré extrêmement longtemps, et Bulgakov est passé à travers les gouttes. Mais c'est un grand auteur, immense auteur. C'est un texte magnifique, qu'on peut lire aussi. Qu'on peut lire, bien sûr. Ah oui, qu'on peut lire, bien sûr. Et aujourd'hui, l'appartement même de Bulgakov est visité... à Kiev. Oui, est visité et tagué par les gens qui sont toujours impressionnés. Ah oui, ah oui. Et vos héros et vos héroïnes dans la vie quotidienne? Ah, mes héros. N'y voyez aucune trace d'un quelconque féminisme, mais j'adore les femmes. Mes héroïnes préférées sont les femmes et les mères d'aujourd'hui. Parce qu'il faut
tenir debout aujourd'hui. Ah oui, il faut tenir debout aujourd'hui. Face à la société qu'on nous impose, il faut tenir debout. Exactement. Et si on passait à l'histoire, vous devez avoir... Enfin, le personnage historique que vous détestez le plus? Dois-je le dire? Oh oui, tout est permis à Radio Liberté. C'est un général. TV Liberté. Un général, à TV Liberté, pardon. Un général qui s'appelait De Gaulle. Oui, un général qui s'appelait De Gaulle, oui, on peut comprendre. Voilà. Oui, on peut comprendre. C'est celui que je déteste le plus depuis fort longtemps, et j'irai jusqu'au bout de ma rancœur et de ma haine. Et le fait militaire que vous estimez le plus? Le général Cambronne à Waterloo. Bien. Je crois savoir que vous êtes réfugié dans le fin fond de la campagne tarnaise. Oui, tout à fait. Dans la montagne noire. Dans la montagne noire. Que je chéris. Près de Mazamet. Entre Mazamet et Carcassonne. Oui. Et l'animal que vous préférez, auquel vous vouez un culte, si j'ose dire? Mes Canet Corso. Ce sont des chiens, ce sont des dogs, et que j'aime, j'en ai deux, et que j'aime énormément. Et qui m'accompagnent tout le temps. Et des projets? Est-ce que vous nous préparez quelque chose dans votre retraite? Oui, beaucoup de choses. D'abord, je suis revenu un petit peu à l'écriture. Et puis des projets de festivals potentiellement présentables dans certaines villes qui ne recherchent pas particulièrement de théâtre républicain. Voilà, on va dire ça comme ça. Adepte de la pensée libre. Exactement. De la libre pensée, mais à notre sens. Exactement. Finalement, vous refaites ce qu'avait fait... mon cinéaste grec préféré, Angelopoulos, vous refaites le voyage des comédiens. Oui, voilà encore un goût commun que nous avons. Angelopoulos, oui, qui au demeurant était un marxiste, mais qui a incontestablement une poésie incroyable et un univers bien à lui. Oui, j'aime beaucoup le voyage des comédiens d'Angelopoulos. Oui, finalement, vous voulez aller aller dans les villages, dans les petites villes, dans les coins perdus de France où plus rien n'arrive sauf quelquefois la télévision, et vous voulez apporter à ces gens-là un petit peu de bonheur en leur présentant des pièces ou en leur offrant des spectacles où ils pourraient nourrir leur esprit. Tout à fait. Dans certains programmes politiques récents, la chose existait, effectivement, c'était revivifier cette ruralité qui est totalement oubliée aujourd'hui. Toutes les grandes villes des régions du sud là, dont nous parlons sont équipées, ont des théâtres, des médiathèques, etc. Mais la campagne, elle, est totalement oubliée. Et je crois qu'il serait de notre devoir de s'y intéresser un peu plus. La ruralité aujourd'hui est sans doute un des endroits qui sont à conquérir et qui peuvent déclencher certaines prises de conscience. Oui. Revenons à Toulouse. Quel est l'état actuel du monde du spectacle, du monde du théâtre à Toulouse, donc aujourd'hui en 2016? Il a guère évolué. Les salles, le public se raréfie, hormis le centre dramatique qui possède toujours ce que j'appelle le spectateur CAMIF. CAMIF, oui. Ah oui. Le monopole. Celui qui a voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les comités d'entreprise. Les enseignants, beaucoup. Les enseignants, oui. Les enseignants, le fonctionnaire mutualiste moyen. Exactement. Alors là, le public est toujours là. Et il est facile aujourd'hui de remplir une salle avec des scolaires. On les fait venir par car et on distribue là aussi l'intelligence à ces pauvres petits qui n'en demandent pas tant. Et puis voilà. Donc, ça a guère évolué. Les troupes locales, enfin les troupes
si tant est que ce soit des troupes, se raréfie, enfin les metteurs en scène locaux se raréfient. Mais il est facile, hein, il est très facile aujourd'hui de se déclarer comédien. Le premier venu peut dire « je suis comédien ». Moi, ce qui me révulse, le nombre d'auditions que j'ai pu passer avec des gens qui n'avaient que peu de talent, mais au-delà même du peu de talent, qui avaient un regard sur les œuvres ou sur l'œuvre qu'ils présentaient plus que réduit, c'est incroyable. Moi, je suis pour la carte professionnelle. Oui, l'histoire des intermittents du spectacle, qui était peut-être un bien pour certains comédiens qui avaient du mal à survivre, a peut-être entraîné ce genre de dérive. De dérive, et qui devient de plus en plus importante. Oui. Je crois qu'il faut y remédier. Les écoles n'existent plus, ou sont de qualité médiocre. On arrive quand même à des choses, et je l'ai vu pour des entrées au conservatoire, des gens qui, ça n'est qu'un exemple, mais c'est réel, présentent une scène de Phèdre, connaissent la scène, mais n'ont pas lu Phèdre. Et je vous assure que c'est vrai. Ça s'appelle les morceaux choisis. Voilà. Ah, bien. Alors là, déjà, là, il y a déjà un réel de mon problème. temps, ça sévissait parce qu'on avait sur la gare des Michards et on Bien sûr. prenait, bon. Oui, mais on était quand même interrogé sur toute la pièce, évidemment. Et on était censé avoir avalé la pièce entière. Mais lorsqu'on est comédien, ne pas lire l'œuvre, à l'heure actuelle, 2016, les pauvres, je trouve que ça doit être très dur maintenant pour un élève lambda de lire entièrement Phèdre. Exactement. Ça doit être quand même, compte tenu du niveau de l'enseignement. Il faut faire l'effort tout de même. Les profs n'ont pas tout à fait le travail, fait le travail en amont. C'est vrai. Alors, Didier Carrette, le moment est venu de lancer un appel. Vous êtes ami de TV Liberté, vous êtes dans toutes les villes de province, vous êtes dans un petit village, vous voulez faire venir Didier Carrette et sa troupe, voilà. Pourquoi non? Et vous, vous montez une troupe, parce que je suppose que vous n'avez plus une troupe à demeure. Non, mais vous avez des amis avec lesquels continuer à travailler. Absolument, et qui m'ont suivi dans... Moi, je crois qu'il faut qu'on reprenne le pouvoir par la base, et que ce soit les citoyens, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, les habitants de France, les habitants de France qui reprennent le pouvoir et qui aillent voir leur municipalité en disant voilà, nous voudrions, parce que c'est nous qui payons, ce sont nos impôts. Il faut bien savoir que les fonctionnaires dits de la culture ne sont que nos employés. C'est pas eux qui doivent décider du programme de théâtre qu'ils vont nous faire avaler. Il faut renverser la vapeur. Voilà. Et le mot citoyen est beau quand on le prend avec l'origine, hein, citoyen grec. Oui, citoyen grec, mais il a été tellement galvaudé depuis qu'il est un peu sanglant, si vous voulez, pour moi. Donc, voilà. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup Didier Carrette. Ce moment a passé très très vite. Merci beaucoup Françoise Monestier. Merci Didier, merci Anne. Et donc à très vite pour un autre projet. Et encore une fois, nous lançons cet appel. Il faut que TV Liberté serve à cela aussi. Merci beaucoup. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.